Alors, chers amis, bonjour à tous et à toutes. Je voulais faire une petite vidéo géopolitique. Alors, j'ai relâché une vidéo sur Missing 411 cette semaine pour ceux qui n'ont pas vu, mais là, je voulais faire une petite vidéo géopolitique sur la situation de ce qui se passe aux États-Unis et également suite à l'interview relativement large qu'a faite Scott Ritter, qui est un des géopoliticiens et un expert militaire que je suis de manière importante et qui a fait une revue d'ensemble d'à la fois de la politique américaine, ce qui se passe aux États-Unis suite à la mort de Charlie Kirk et également ce qui se passe en Ukraine, mais également en Israël. Donc, ce qui est intéressant avec Scott Ritter, c'est que c'est un expert militaire. Ce n'est pas un expert en économie. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va être comme le colonel McGregor, qui est un expert à la fois économique, militaire et géopolitique. Là, Scott Ritter, c'est vraiment un expert militaire et quelqu'un qui associe son expertise militaire à une expertise géopolitique. Et vous savez, le regard que j'ai sur les géopoliticiens français et qui n'ont pas une vue d'ensemble. Pour moi, qui ont une vue extrêmement restreinte. Mais comme ils ne parlent pas anglais, ils n'ont pas la vue de ce qui se passe ailleurs. Et j'utilise beaucoup ChatGPT. Donc moi, j'ai pu voir que dans ce qu'ils disent, il y a beaucoup de ChatGPT. Donc, mais avant de rentrer dans l'interview de Scott Ritter, je vais donner mon avis sur la situation de ce qui se passe aux États-Unis suite à la mort de Charlie Kirk. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste de la géopolitique, je suis juste un observateur. Étant au Canada, proche des États-Unis, voilà ce que je peux dire ou mon interprétation de ce qui se passe avec la mort de Charlie Kirk. Parce que pour moi, la mort de Charlie Kirk symbolise à elle seule tout ce qui ne va pas ou tout ce qui ne va plus aux États-Unis. Aussi bien sur le plan social que politique. Charlie Kirk n'était pas un intellectuel chevronné, c'était pas quelqu'un de très intelligent, pour être très clair, ni même un spécialiste de géopolitique ou un expert militaire. Sa rhétorique était souvent clivante, voire explicitement raciste. Enfin, je veux dire, ce qu'il dit sur les Noirs, ce qu'il dit sur les gens de descendance africaine, moi qui suis de descendance africaine, ce qu'il dit est des fois exagéré à une extension clairement raciste. Okay. Il a bâti son ascension par la création du mouvement Turning Point USA, destiné à embrigader les jeunes générations dans le sillage du mouvement MAGA, multipliant sur les campus universitaires des pièges oratoires destinés à déstabiliser les étudiants sans grande culture politique, mais qui démontre l'incapacité du système éducatif américain qui est extrêmement faible, des gens qui ont une connaissance générale mais proche de zéro. Et lui, il utilisait le peu d'éléments intellectuels qu'il pouvait utiliser pour montrer l'incapacité des étudiants ou des gens qui sont dans le système éducatif américain. Et son engagement envers Israël, combiné à l'influence massive de l'AIPAC sur la politique extérieure américaine, illustrait jusqu'à la caricature à quel point le pays est devenu corrompu, acheté à tous les niveaux. Je veux dire que ce soit au niveau des représentants, que ce soit des sénateurs, des députés, ou même que ce soit des hommes pseudo-politiques comme Charlie Kirk, c'est extrêmement frappant. Pourtant, à sa mort, le spectacle offert sur les réseaux sociaux, où beaucoup ont applaudi son assassinat, dévoile surtout l'effondrement moral et le degré de haine qui ronge la société américaine. Comment une nation peut-elle s'abaisser à se réjouir de la mort d'un père devant ses enfants et sa femme? Moi, je n'appréciais pas Charlie Kirk. Je détestais ses idées. Pourtant, jamais je n'aurais souhaité sa mort. Pour moi, c'est une tragédie. Quelqu'un qui a un père de famille de 31 ans, avec 2 enfants et une femme à charge, qui meurt dans ces conditions-là, devant ses enfants, ses amis et sa femme, mais c'est une tragédie. C'est une tragédie. C'est une tragédie sociale, mais on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Ça n'a aucun sens. Et les gens font des vidéos en blaguant. C'est une déchéance morale, c'est incroyable. Et en parallèle, il y a une nouvelle narration. C'est pour ça que je voulais attendre un petit peu avant de faire une vidéo géopolitique, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cet assassinat et quelque chose qui ne collait pas. Et effectivement, il y a une nouvelle narration qui se dessine sur les réseaux et médias alternatifs comme Tucker Carlson, Candace Owens ou Megyn Kelly, qui affirment que Charlie Kirk n'était pas intégralement soumis à la pression israélienne, comme moi je le pensais. La rumeur affirme que certains soutiens d'Israël, comme Bill Ackman ou Seth Dillon,
aurait proposé environ 100 millions de dollars pour que Charlie Kirk adoucisse sa critique envers Israël. Parce il semblait qu'il était en train de tourner contre Israël. Ok, mais pas tourner contre Israël. Il n'avait rien contre Israël en tant que tel, en tant que pays, ou bien contre les Juifs. Ça n'a rien à voir. Mais c'est beaucoup plus sur l'analyse de la politique et la position d'Israël par rapport à ce qui se passe à Gaza, mais aussi son influence dans la région du Moyen-Orient. Et donc, afin qu'il adoucisse sa critique envers Israël et sa position politique et géopolitique, il a notamment mis en avant certaines oppositions ouvertes lors d'émissions avec Megyn Kelly ou avec Patrick Bet-David, qui fait un podcast, qui est quelqu'un qui est influençant dans le monde des médias alternatifs. Et ce contexte explosif sert de toile de fond à l'analyse implacable de Scott Ritter, que je vais relater maintenant. Alors Scott Ritter, comme vous le savez, c'est un ancien... avant de commencer l'analyse de relater l'analyse de Scott Ritter, juste pour réitérer qui est Scott Ritter. Donc c'est un ancien analyste nucléaire et militaire des Nations Unies, qui a travaillé pour les Nations Unies pendant longtemps et qui s'est opposé de manière assez farouche contre la guerre en Irak en 2002 ou 2003, et qui s'est opposé largement à Joe Biden lorsque Joe Biden était sénateur au Sénat américain, et il y avait eu une opposition relativement très intéressante au niveau du Sénat américain entre Scott Ritter et Joe Biden à l'époque. Okay. Donc, on va faire maintenant une analyse et un résumé approfondi de l'interview. Alors, donc maintenant on va commencer avec Scott Ritter, et naturellement vous connaissez la mécanique, je mets des bandeaux et autres, et puis vous verrez ce qui est dit par Scott Ritter dans chaque paragraphe. Donc le premier paragraphe: Charlie Kirk, une figure symptomatique d'une Amérique malade. Scott Ritter commence par replacer le phénomène Charlie Kirk dans une perspective critique. Pour Scott Ritter, Charlie Kirk n'était ni expert en politique étrangère, ni un expert militaire, ni un expert social, ni un expert de la sociologie aux États-Unis. Il opérait principalement via des tours de passe-passe rhétoriques pour humilier de jeunes étudiants inexpérimentés sur les campus, malgré une brève notoriété. Il n'apportait pas de fond de réflexion ni d'analyse pointue, exploitant le sensationnalisme et la division, souvent flirtant avec les pires stéréotypes raciaux et xénophobes. Ce qui frappe Scott Ritter, c'est que le vrai drame ne réside pas dans le personnage de Charlie Kirk, mais bien dans la société qui l'a porté et dans la déliquescence de la liberté d'expression. L'assassinat de Charlie Kirk, applaudi par certains sur les réseaux sociaux, révèle un pays à la polarisation importante, qui supplante toute capacité à débattre pacifiquement. Aujourd'hui, si vous êtes aux États-Unis, moi je ne vis pas aux États-Unis, et heureusement, si vous vivez aux États-Unis, il est impossible d'être un démocrate et de parler pacifiquement avec une personne qui est républicaine. Il y a des mariages qui se défont juste sur ce fait-là. Il déplore la montée d'une logique où tuer son adversaire politique devient une solution, là où le dialogue, la controverse et la démocratie devraient prévaloir. Alors, maintenant, politisation extrême, déni et impasse morale. La discussion bascule sur la récupération de l'image de Charlie Kirk après sa mort. Politiciens et influenceurs de chaque camp instrumentalisent sa mémoire pour accuser le camp adverse. Donald Trump désignant l'extrême gauche responsable de son assassinat, alors que la réalité judiciaire n'est même pas encore établie. Scott Ritter critique ce jeu politique stérile qui ne vise qu'à fracturer encore un peu plus la société américaine pour mieux consolider des bases électorales au lieu d'apaiser, d'unir ou de s'en tenir à la justice. Effectivement, le rôle du président, ce n'est pas d'aliéner un camp par rapport à l'autre, c'est de réunir dans une situation telle que un drame, la mort d'une personne visible politiquement et socialement, c'est d'essayer de réunir les deux camps, non pas d'aliéner un camp par rapport à l'autre. Israël, impunité et impasse au Moyen-Orient. En abordant maintenant la géopolitique,
Scott Ritter analyse l'actualité du Proche-Orient, notamment l'attentat israélien à Doha, au Qatar, visant le Hamas et l'hésitation de Trump à condamner l'action. Pour Scott Ritter, l'impunité d'Israël, renforcée par le soutien inconditionnel américain, est totale. Aucune sanction n'est envisagée, aucune pression réelle, aucun prix à payer pour dissuader de futures frappes. Parce que comme l'État d'Israël l'a annoncé, il y aurait d'autres frappes sur le Qatar, qui a la plus grande base américaine dans la région. La complicité des élites politiques américaines est manifeste, et même les annonces de fermeté de l'exécutif américain ne sont selon lui que de la poudre aux yeux, voire des mensonges manifestes quant à l'anticipation et la coordination de ces attaques avec Israël. D'après Scott Ritter, il est impossible que Israël ait pu organiser ces attaques sans la complicité ou l'accord des Américains. Et Scott Ritter va plus loin, il dénonce l'impuissance totale du monde arabe et la totale dépendance sécuritaire, économique et politique envers les États-Unis. Même après des actes considérés comme des génocides, aucun État arabe n'osera couper le cordon avec les États-Unis et aucun front commun réel n'est matérialisé au sommet de Doha. Il souligne l'hypocrisie et la stérilité des sommets arabes qui ne produisent jamais aucune réaction concrète. Bon, chers amis, maintenant continuons avec une nouvelle carte géopolitique, la désunion arabe, l'hégémonie américaine et résistance symbolique. Scott Ritter ironise sur le grand potentiel militaire du monde arabe, qui reste totalement inexploité par peur de l'oncle Sam. Alors qu'en théorie, une coalition régionale serait capable, d'après Scott Ritter, de défaire Israël. Mais la soumission à l'ordre américain et à l'absence d'alternatives stratégiques condamnent les Arabes à l'impuissance et au spectacle de leur propre stérilité historique. Selon Scott Ritter, même une attaque israélienne contre Ankara ou Riyad ne provoquerait aucun sursaut collectif. La Turquie, pourtant membre de l'OTAN, ne rompra jamais avec Washington pour défendre la cause palestinienne. L'interdépendance énergétique et commerciale primant sur la solidarité. Cette impuissance se traduit même dans la logistique militaire. Aucun État ne détient seul la capacité de résister sans rompre totalement avec Washington. Maintenant, nous passons sur l'Ukraine. Manipulation, désengagement américain et Europe hors jeu. La discussion bascule ensuite sur l'Ukraine. Scott Ritter estime que Donald Trump, piégé par ses propres discours, espérait une résolution simple et rapide du conflit, mais se retrouve désormais face à un mur, forçant l'échec volontairement pour mieux jeter la faute sur les Européens. Il anticipe un désengagement progressif des États-Unis, sachant que l'Europe serait incapable d'assumer seule le conflit face à la Russie. Scott Ritter décrit l'armée ukrainienne comme une armée de plus en plus proxy de l'OTAN, reconfigurée plusieurs fois, où l'influence britannique, mais aussi celle de conseillers français et d'autres nationalités, crée un chaos logistique et stratégique, renforçant la dépendance et réduisant toute souveraineté ukrainienne. Les Européens eux-mêmes, tout en renforçant la guerre commerciale contre la Russie à travers des sanctions, des embargos pétroliers, n'arrivent pas à fragiliser l'appareil militaire russe et ne font qu'affaiblir leur propre économie. Maintenant, nous allons terminer cette revue de l'interview de Scott Ritter. Je sais bien que j'essaie de faire quelque chose de rapide, puisque en fait c'est une interview qui dure environ 1 heure, qui est très très intéressante. Moi, j'ai personnellement adoré, mais qui demande de faire une revue plus grande. Donc, je pense qu'il est peut-être possible de voir d'avoir les sous-titres ou d'avoir sûrement les sous-titres en français, il me semble, à vérifier. Mais je vous conseille à ceux qui parlent anglais en tout cas, ou ceux qui ont un bon niveau d'anglais, je vous conseille de regarder, de suivre l'interview, très très intéressant. Donc on va terminer cette revue de l'interview avec liberté d'expression, militarisme et crise de la démocratie américaine. En conclusion, Scott Ritter dénonce une Amérique où la liberté d'expression s'effondre sous la pression de la polarisation. La politique étrangère américaine est dictée par l'AIPAC. Donc l'AIPAC, c'est un groupe de lobby israélien
mais qui n'est pas déclaré comme un lobby étranger. C'est normalement, tous les lobbies étrangers doivent s'enregistrer auprès des organismes de lobby, mais il n'est pas besoin de le faire quand vous êtes américain. Donc comme ce sont des gens qui ont une double nationalité américaine et israélienne, ils n'ont pas besoin de s'enregistrer comme étant un lobby étranger. Ok. Et donc, comme je le disais, Scott Ritter dit que la politique étrangère est dictée par AIPAC et par d'autres lobbies, notamment le lobby technologique autour de tout ce qui est intelligence artificielle, avec Palantir et avec d'autres, mais également tout ce qui est peut-être médical et largement technologique, on va dire, soit pharmaceutique ou soit dans l'intelligence artificielle et autres. Mais aussi une société civile incapable de résister aux machines médiatiques des deux camps. La mort de Charlie Kirk, qui est loin d'être un micro-événement, faut être clair, que ce soit Scott Ritter ou de mon point de vue, ce n'est pas un micro-événement, c'est un événement majeur. Ce n'était pas une grande personnalité politique. Il avait, pour moi, hein, la destinée de Charlie Kirk, c'était d'être un personnage, je veux dire, médiatique, et de le propulser vers la présidence américaine, à terme, d'ici 10, 15, 20 ans. Mais pourtant, ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas un expert, c'est un type qui sort de nulle part et qui commence à aller dans les universités et parler avec tout le monde. Mais sa mort apparaît vraiment, comme Scott Ritter le dit très bien, apparaît comme le miroir noir du déclin politique, éthique et intellectuel d'une nation autrefois une référence. En fait, ce qui est, pour en finir ici, ce qui pour moi apparaît comme extrêmement frappant, c'est à la fois le niveau extrêmement avancé de certains intellectuels, dont des gens comme Scott Ritter, des gens comme le professeur John Mearsheimer, des gens comme le colonel McGregor, des gens comme Larry Johnson, qui est un ex de la CIA, qui ont une position extrêmement intéressante, mais neutre par rapport à Israël. C'est pas, ça ne veut pas dire couper les ponts avec Israël. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que avoir une logique qui soit constructive pour Israël. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un allié faire n'importe quoi. Et il devrait y avoir des conséquences politiques, des conséquences militaires, des conséquences financières. Et on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Et je pense que l'équilibre que Scott Ritter, le professeur John Mearsheimer, ou bien Larry Johnson, ou bien le colonel le colonel McGregor peut dire, sont des positions très intéressantes, mais avec un niveau intellectuel très 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 élevé. Et de l'autre côté, on voit une société qui est en déclin total. Et on met en avant des gens comme Charlie Kirk, qui, moi, je suis triste de voir quelqu'un mourir. Ça me fait vraiment mal de voir quelqu'un, un père de famille, avec deux enfants, une femme qui est jeune, c'était un jeune couple, et de voir ça, c'est terrifiant. Et de voir que les gens se réjouissent de ça, mais comment une société peut se réjouir de voir quelqu'un se faire assassiner en public? Et maintenant, de l'autre côté, il y a les médias alternatifs, des gens comme Tucker Carlson, Candace Owens, Megyn Kelly, qui mettent en avant un aspect comme une exécution publique et qui mettrait en porte-à-faux la situation avec Israël et l'influence d'Israël, qui, d'après certaines vues propagandistes, qui mettraient en avant la vue que peut-être Israël serait impliqué dans l'assassinat de Charlie Kirk. Moi, je n'en sais rien. Il n'y a aucune preuve qui va dans cette direction. Mais c'est ce que semblerait vouloir prouver la direction que prend Candace Owens dans sa série là sur l'assassinat de Charlie Kirk. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'interview de Scott Ritter, qui est une vue d'ensemble très très intéressante. Je vous conseille d'aller regarder et d'aller suivre cette interview. Cette interview, encore une fois, n'est pas de moi. Hein. Moi, je fais que relater ce que Scott Ritter dit. Donc voilà. Donc voilà, le principe de Cross Connect, c'est de passer l'information, de ne pas monétiser, mais de passer l'information pour ceux que ça intéresse. Voilà. À très bientôt. Bye.